Donc nous allons passer maintenant à la dernière présentation pour cette journée, première journée. Donc une présentation qui va être faite par Michel Brunner et qui va nous parler donc de Severiano de Heredia. Bonsoir à toutes et tous. Mesdames et messieurs, je m'appelle Michel Brunner, je suis journaliste honoraire, j'ai fait toute ma carrière à l'Est républicain. Il y a très longtemps à Neufchâteau, un peu moins longtemps à Remiremont, où j'ai dirigé l'agence. Mais j'ai grandi dans la localité voisine de Liffol-le-Petit. Et donc je suis vice-président de l'association Patrimoine et Esprit d'Art de La Fauche. En préambule, je souhaite dire ici que j'interviens à la demande du regretté Roger Anneau, décédé en février dernier, président fondateur de l'association, et qui a tant fait pour non seulement réhabiliter la mémoire du personnage dont je vais évoquer le parcours, mais nous a fait découvrir également les attaches de Severiano de Heredia avec La Fauche, cette petite localité de Haute-Marne. En second lieu, je veux rendre hommage à M. Paul Estrade, professeur émérite de l'Université de Paris 8 Saint-Denis, spécialiste de l'Amérique latine contemporaine, auteur du livre intitulé « Severiano de Heredia, ce mulâtre cubain que Paris fit maire et la République ministre ». Un ouvrage qui m'a été très utile pour présenter ce travail que j'ai plaisir à vous faire partager. Mesdames et messieurs, celles et ceux qui ont fréquenté l'école primaire dans les années 50-60 se souviennent certainement des poésies qui ont embelli notre imaginaire, nourri et cultivé nos juvéniles mémoires. Outre Victor Hugo et Baudelaire, auteurs incontournables, nous avons également découvert et appris des poésies de Émile Verhaeren, Maurice Carême ou encore de José Maria de Heredia, le poète parnassien. Ce n'est pas lui dont je souhaite réhabiliter la mémoire, mais celle de son cousin, Severiano de Heredia. Car cet homme-là nous intéresse doublement. Par son engagement politique, j'y reviendrai, mais également pour avoir passé quelques étés à La Fauche, dans la vallée de la Saunelle, après son mariage le 7 novembre 1868 avec Henriette Hanner, une jeune veuve âgée de 25 ans et maman d'une petite Jeanne. Pardon. Car Henriette Hanner était originaire du château de Lavaux, sur le territoire de La Fauche. Le couple aura 2 enfants, un fils, décédé accidentellement à l'âge de 12 ans, et une fille prénommée Marcel, qui deviendra neurophysiologiste. Si Marcel, la fille Marcel Heredia, n'évoque rien aux Vosgiens, il en va autrement de son nom marital, car la jeune femme a épousé un certain Louis Lapique, qui a donné son nom à un lycée d'Épinal. Tous deux reposent dans le cimetière des Batignolles à Paris, aux côtés de Severiano de Heredia et de son épouse. Ainsi, par ses attaches marnaises, Severiano de Heredia est venu à La Fauche durant la période estivale. Dans cette petite localité d'une cinquantaine d'habitants, aujourd'hui, il y a fait construire une belle demeure que l'on peut toujours admirer en contrebas de la forteresse médiévale. Une jolie maison flanquée d'une tour qui la singularise. Pardon, petit chat dans ma gorge. Né le 8 novembre 1836 à La Havane, dans l'île de Cuba, alors sous domination espagnole. Severiano est le fruit d'une liaison hors mariage entre Ignacio de Heredia, avocat, riche planteur, et une jeune femme mulâtre prénommée Brigida. Après le décès de la mère biologique, le petit Severiano sera non seulement reconnu et accueilli par son père biologique, mais quasiment adopté par l'épouse de celui-ci, une Française dénommée Madeleine Godefroy. Précisons que le couple Heredia n'a jamais eu d'enfant. Au mi-temps du XIXe siècle, Cuba est en effervescence,
sur le plan politique. Ignacio de Heredia craint non seulement pour sa vie, mais également pour son épouse et l'enfant qu'ils élèvent. Alors, il leur suggère de rejoindre la France. Le petit Severiano débarque en France à l'âge de 7 ou 8 ans, accompagné de sa mère adoptive, qu'il va considérer comme sa vraie mère finalement. À Paris, l'enfant intègre le célèbre collège Louis le Grand. Après de brillantes études, le jeune homme, qui dispose toujours de la nationalité espagnole, se pique de poésie et de littérature. Il le confiera à des proches. Son entrée en franc-maçonnerie, j'y reviendrai, a sans aucun doute développé son intérêt pour la chose publique. Libre penseur, humaniste et laïque convaincu, avant-gardiste sur bien des sujets, il dispose de revenus conséquents grâce à l'héritage de son père, décédé en mai 1848. Par ailleurs, il est chéri par sa mère adoptive, nullement dans le besoin également, grâce aux revenus de sa propre famille. Mais pour se faire un nom, pour être accepté dans la société de l'époque, et plus encore dans le domaine politique, lui qui est qualifié de mulâtre espagnol, Severiano sait qu'il lui faut acquérir la nationalité française. Ce sera chose faite le 28 septembre 1870. Un décret l'atteste, signé par le ministre Crémieux. En quelques années, le jeune homme s'est fait beaucoup de relations dans la capitale. Et dans le même temps, son désir de s'engager en politique n'a fait que croître. Durant la Commune de Paris, il ne sera pas sur les barricades, mais il défend pour autant la révolte des Parisiens dans plusieurs articles de presse où il salue leur résistance. Oui, sans aucun doute, son entrée en franc-maçonnerie favorise les contacts, lui ouvre des portes, à une époque où cette institution joue un rôle important dans le monde politique en général et dans le microcosme parisien en particulier. Oui, sous la Troisième République, la franc-maçonnerie mène des combats qui la situent souvent au premier plan et accueille des personnalités de renom. Grâce aux recherches effectuées par cet auteur, j'ai appris que Severiano est initié au sein de la loge L'Étoile polaire, au sein du Grand Orient de France, le 3 janvier 1866. 6 mois plus tard, le 20 juin de la même année, il est élevé au grade de maître. Animée par des entrepreneurs et des artisans, la loge est active, rebelle à l'autoritarisme de l'Empire. Elle se radicalise. En 1869, c'est le premier atelier du Grand Orient de France à exhiber en tête de ses documents la devise « Liberté, égalité, fraternité » au lieu et place de « Union, force, sagesse », souligne Paul Estrade, ce professeur émérite de l'Université de Paris 8 Saint-Denis, auteur donc de cet ouvrage, Severiano de Heredia, ce mulâtre cubain que Paris fit maire et la République ministre. Je vous demande pardon. Élu vénérable maître de sa loge le 2 décembre 1874, Severiano préside un atelier, c'est ainsi que l'on nomme une loge maçonnique, à la fois conséquent et influent. Conséquent, car cette loge va compter jusqu'à plus de 200 maçons, d'après l'auteur. Influent, car à un moment donné, 3 de ses membres siègent au Conseil de l'Ordre, l'instance dirigeante du Grand Orient de France sur le plan exécutif. Et parmi les 3 maçons figure Severiano de Heredia. L'auteur précédemment cité rappelle qu'une brochure maçonnique affirme qu'entre 1871 et 1914, c'est-à-dire du temps de Severiano, la loge L'Étoile polaire fut la première loge de Paris par le nombre et peut-être la qualité de ses membres. Fin de citation. Mais revenons à la vie profane de notre homme. Candidat républicain, il est élu conseiller municipal de Paris le 13 avril 1873.
Une première réussie, même si la campagne électorale lui a valu quelques remarques désobligeantes de l'opposition comme de l'administration. Ainsi, un mois avant le scrutin, un inspecteur de police, nos anciens renseignements généraux, écrit à sa hiérarchie « Il serait très important, et par n'importe quel moyen, de faire combattre la candidature du sieur de Heredia, lequel est très rouge. » Je ferme les guillemets. Au sein de l'Assemblée parisienne, il siège au sein de la majorité républicaine, tendance radicale. Comme l'écrit Paul Estrade dans l'excellent ouvrage qu'il lui a consacré, il est piquant de remarquer qu'il est le seul conseiller à porter un nom à particules dans l'Assemblée, alors que selon toute apparence, il est le seul homme de couleur. Ami de plusieurs personnalités du moment, dont Gambetta ou encore Littré, l'auteur du dictionnaire, ses relations en franc-maçonnerie lui apportent sans aucun doute le coup de pouce nécessaire pour asseoir sa renommée. Il faut dire également que cet homme est salué pour son investissement dans tous les dossiers, sa disponibilité, sa capacité à partager les idées neuves de l'époque dans le domaine de l'instruction publique, de la culture en général et de la conservation du patrimoine. Ainsi, il s'intéresse au sort des femmes travailleuses, à l'instruction et à la formation professionnelle des jeunes filles, rapporte Paul Estrade. Il n'entend pas reléguer la femme au foyer. D'ailleurs, la sienne travaille et sa fille étudie. On l'a vu au début. C'est à son initiative, audacieuse pour son temps, qu'une femme fait son entrée pour la première fois dans un service administratif départemental. C'est encore grâce à lui et à son épouse et leur propre denier qu'est fondée la première école professionnelle pour jeunes filles, un établissement entièrement gratuit. Par ailleurs, c'est à lui que l'on doit le premier inventaire des œuvres d'art appartenant à la ville de Paris. Dans le domaine budgétaire, c'est lui également qui imagine, propose et fait voter la création d'un rapport général, l'ancêtre du budget primitif, avant le vote du budget annuel. Si sa présence au Conseil général de la Seine est moins connue, il est patent que l'élu parisien est rapidement apprécié pour son travail consciencieux, sa connaissance des dossiers et ses engagements. Alors, à l'âge de 43 ans, le 1er août 1879, il est élu président du Conseil municipal de Paris, ce qui équivaut aujourd'hui à la fonction de premier magistrat de la capitale. Son élection a pu paraître inattendue, écrit Paul Estrade. Elle est somme toute très logique, car elle est l'aboutissement d'une ascension régulière, jalonnée à chacune de ses étapes par la reconnaissance de ses pairs. D'emblée, le nouveau président, le nouveau maire, dirait-on aujourd'hui, engage le bras de fer pour libérer la capitale, alors sous la tutelle de l'État. Un président, un maire nullement autoritaire, mais qui, au contraire, sollicite constamment l'avis du bureau municipal et fait respecter un principe d'équité entre majorité et minorité. Bref, Severiano est en avance sur son temps. Désolé. On pourrait penser que la carrière de cet homme à la peau sombre, souvent dénommé le nègre par ses opposants, était déjà pleinement réussie. Mais ce n'était là qu'une étape. En effet, dans ce 17e arrondissement de Paris, où il vit et qu'il connaît bien, Severiano est élu député sous l'étiquette radicale en 1881. Malgré les embûches liées à sa couleur de peau, les sarcasmes et insultes de ses adversaires et détracteurs, et peut-être même de quelques amis, qui sait, en politique. Mais son esprit humaniste, ses réelles compétences dans la gestion des dossiers, ses qualités oratoires, balaient les railleries et le persiflage de ses ennemis politiques. Il sera d'ailleurs brillamment réélu à la Chambre des députés pour un second mandat dans une France politiquement en crise. Sous la Troisième République, les gouvernements passent et trépassent.
En 1887, il est nommé ministre des Travaux publics, lui, le mulâtre venu de Cuba. Son enthousiasme est grand, sa volonté aussi, pour faire avancer le dossier du futur métropolitain dans la capitale, ou encore celui des voies navigables dans tout le pays. Mais comme les prédécesseurs, ce gouvernement ne dure pas. 6 mois, pas davantage. Le ministre Chocolat, comme une certaine presse l'appelle, doit rendre son portefeuille. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la presse écrite est non seulement le seul média existant, et donc très lu, mais qu'elle ne s'embarrasse pas d'une déontologie qui viendra plus tard. Au contraire, elle est parfois acide, vindicative, très virulente, et son agressivité nous apparaît aujourd'hui d'une violence pour le moins condamnable. Ainsi, dès son arrivée au ministère des Travaux publics, Severiano de Heredia est une cible privilégiée. Le 2 juin 1887, le journal L'Intransigeant annonce en première page un article dont le titre, je cite, « Le nègre du ministère » est nullement équivoque. Le début de texte donne le ton. Je cite, toujours, « Ce ministère opportuniste, aux courtes destinées, devait posséder un nègre comme représentant des races inférieures. Il le possède en effet dans la personne de M. de Heredia, qui a, dans les veines, un sang du plus beau noir et qui connaît bien les races inférieures dont il est issu. » Vous imaginez ? L'article se poursuit ainsi. « Fils d'une négresse cubaine et par conséquent de nationalité espagnole, M. de Heredia, élu par suite d'erreurs regrettables député de Paris, n'est français d'adoption que depuis 1873. Il ne s'est fait naturaliser que 3 ans après la guerre, à laquelle il se garda bien de prendre part. Il va sans dire qu'il n'a aucun lien de parenté avec le poète du même nom, lequel est très vexé, paraît-il, et nous le comprenons sans peine, dit le journaliste, quand on le suppose cousin, même très éloigné, avec ce nègre négrier. Précisons ici que José Maria était issu d'une union maritale de la branche noble, comme je l'ai dit au début, si je puis dire, et Severiano d'une liaison de la main gauche, comme on disait jadis. Oui, la presse adore le prendre pour cible et ne se prive pas de le dénigrer, de le mépriser. Les coups bas sont terribles. Ainsi, quelques années plus tôt, en octobre 1883, une rumeur circule dans Paris. Severiano de Heredia pourrait devenir préfet de la Seine. C'en est trop pour ses opposants. Le journal intitulé « Le Scandale » porte bien son nom, celui-là, s'époumonne. Dans un long article, on peut dire ceci. « Physiquement, M. de Heredia est un homme de taille au-dessus de la moyenne, un peu long pour sa corpulence. Son teint, non, sa peau huileuse à la couleur d'une prune d'Agen de premier choix, et son visage ovale n'a rien qui permette de pousser la comparaison, même pas au point de déduire qu'il travaille ordinairement pour des prunes. » L'article continue. Vu de derrière, son cou paraît trop long. Vu de face, son menton semble s'appuyer sur ses premières côtes. Chevelure plate, tête pointue, épaules serrées, tels sont les signes particuliers de ce métis qui, lorsqu'il marche, se sert à peine des articulations des genoux. Incroyable. L'article se poursuit ainsi. Au moral, c'est un habile, servi par une intelligence ordinaire, une ténacité remarquable et un capital assez important dont il a jeté quelques miettes dans les caisses de la presse pudibonde, juste assez pour récolter les flatteries des reptiles et obtenir le silence des purs. L'article se termine. Né à la Havane, d'un juif allemand et d'une négresse, il apporte toutes les finesses de ces deux races dans la poursuite de ses projets.
Mais ses qualités personnelles n'équilibrent pas ses vices ataviques. Le manque de mesure du sauvage et l'excès de cupidité du fils d'Israël causeront bien des malheurs à ce produit de la France maçonnique internationale. Vous voyez, ça envoie du lourd, hein, comme on dit aujourd'hui. Il n'empêche, Severiano de Heredia a marqué de son empreinte la Troisième République. Page 109 du livre qu'il lui a dédié, Paul Estrade écrit « La vie entière de Severiano de Heredia a été une lutte permanente contre l'autoritarisme colonial, contre le césarisme bonapartiste, contre le retour possible de la monarchie, contre la tentation de la dictature, en la personne du maréchal MacMahon, puis du général Boulanger. » Paul Estrade conclut « Il a lutté en permanence pour l'instauration de la démocratie politique dans le cadre d'un régime politique. » Après 20 années d'un engagement politique fécond, Severiano quitte un univers pour un autre. Lui qui est passionné par toutes les inventions de l'époque, dont l'automobile, au point de vouloir créer sa propre société de construction de ces bolides qui roulaient à 60 km/h en moyenne, mais ne devaient pas dépasser les 12 km/h dans les rues de la capitale. Avant-gardiste, il mise sur le moteur électrique. Oui, mesdames et messieurs, le moteur électrique existait déjà. D'ailleurs, il conduira un véhicule équipé de batteries. Mais ce type de motorisation, trop lourd, trop encombrant, perdra la course face à l'énergie fossile. Avons-nous vraiment avancé sur le sujet ? Je pose la question. Coup du sort, ce passionné de ces nouveaux engins est renversé par une voiture alors qu'il se rend à pied chez l'ambassadeur de la République d'Haïti le 5 mai 1899. Des blessures qui vont sans doute affaiblir cet homme pourtant robuste. 2 ans plus tard, jour pour jour, le samedi 5 mai 1901, en soirée, Severiano s'éteint à son domicile. Il venait d'avoir 64 ans. L'inhumation a eu lieu au cimetière des Batignolles. Depuis une dizaine d'années, plus précisément depuis le 10 septembre 2013, une petite rue de Paris porte son nom dans le 17e arrondissement. Une juste mais tardive réhabilitation et reconnaissance pour celui qui aura été le seul maire de Paris à la couleur de peau différente de ses prédécesseurs et successeurs. Je vous remercie.